Il se meut entre la mort et la décomposition du vide. Son nom, il l'a oublié. Tout est flou. Il ressent la douleur dans son estomac, ses bras, ses veines. Il doit trouver une de ces fleurs. Le nectar. Le doux sérum qui lui donne des forces. Des forces pourquoi? Il se souvient. Les tueurs, les expériences. Pourquoi? Pourquoi expérimentait-il sur eux? Il a oublié. Il a causé beaucoup de souffrance, mais il ne ressent aucun remords. Il ne sait même pas s'il devrait en ressentir. Il ne ressent rien, si ce n'est une douleur au fond de son estomac, une envie de pouvoir. Il entrevoit des flashs du docteur. Ses cris, son agonie. Se venger de lui. Expérimenter sur lui comme il l'avait fait sur tant d'autres avant. Ou pas ici, ailleurs. Un autre monde. Tous ces survivants. Des naufragés venus d'autres mondes. Comment peut-il le savoir? Il ne s'en souvient pas. Il se souvient des expériences. Qu'est-ce qu'il essayait de comprendre? Le nectar? Le sérum? La bonne dose? La bonne dose à utiliser pour ne pas se blesser. Trop tard. Il entrevoit des flashs. Il a faim. Non pas d'aliments ni de boissons, ni même de conversation ou de divertissement. Non. Faim d'une fleur. Une seule fleur. Un sérum. Il sait que l'entité l'observe. Il le sait. Il la sent jusque dans ses os. Il ne veut pas y retourner. Pas une nouvelle épreuve. Souffrir. Ou faire souffrir. Et dans quel but? Le terrible mystère. Il veut comprendre cet endroit. Il le veut. Mais il devine que le connaître réellement le pousserait à la folie. Folie. C'est exactement ce qu'est ce lieu. L'incarnation de la folie. Il ne veut pas subir une épreuve de plus. Il veut rentrer chez lui. Il doit rentrer chez lui. C'est pour ça qu'il étudie le sérum. Il élargit sa vision. Mais dans quel but? Il ne s'en souvient plus. Chez lui, il ne se souvient plus où c'est. Il se souvient uniquement du vide. Des centaines, voire des milliers de survivants rejetés, ni morts, ni vivants. Autre chose. Vivants, mais morts à l'intérieur, brûlés, sans émotion, inutiles pour l'entité. Il se souvient. Il se souvient de s'être élevé du vide, d'avoir trouvé une fleur. Cette fleur a été son salut, son échappatoire. Il tombe à genoux et crie face à l'abîme qui lui répond par un silence si assourdissant qu'il en est douloureux. Il se tord de douleur. Il a besoin de sérum. Il est perdu. Il ignore où il est. Il voit des choses comme des tentacules qui cherchent à l'attraper dans la brume. Et il sait qu'ils ne sont pas réels.
rien de tout ça ne l'est. Il perd la tête, si ce n'est pas déjà fait. Sa vue lui joue des tours. Il voit des créatures géantes innommables qu'il observe. Peu importe, elles ne sont pas réelles. Rien de tout ça ne l'est. Il est déboussolé par la faim, opprimé par elle. Il ferait n'importe quoi pour ressentir cette sensation à nouveau. N'importe quoi. Même retourner aux épreuves. Il serait prêt à dépecer des survivants et des tueurs pour cette sensation. Il commence à murmurer des mots. Une promesse, une fleur, une fleur. Et je ferai n'importe quoi. Claudette a 7 ans, et elle se sent seule. Très seule. Alors oui, ses parents l'aiment, et ils veulent ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais le monde ne veut pas d'elle. Du moins, c'est ce que Claudette pense au fond d'elle. Elle aimerait tellement pouvoir s'intégrer. S'intégrer à l'école, avec ses cousins, ses camarades de foot. Mais ce n'est pas aussi facile que d'être comme les autres. Elle est différente, et elle le sait bien. Elle se sent lente, insensible, pas assez vive pour comprendre son institutrice ou pour suivre le rythme en classe. La bibliothécaire dit qu'elle a un esprit confus. Dès qu'elle parle, elle se met à bégayer. Il lui arrive même de s'essouffler et d'avoir du mal à savoir quand elle parle trop fort. Mais plus que tout, son institutrice lui fait honte. Elle dit qu'elle est toujours dans les nuages. Réveille-toi, Claudette. Mais il n'y a rien à y faire. Elle explore les vastes jardins et observe les insectes colorés de nouveaux mondes étranges. Claudette ressent les choses avec plus d'acuité que n'importe qui d'autre. Beaucoup plus. Comme la honte de ne pas être invitée aux fêtes d'anniversaire. Pas même une fois. Chaque jour, ses parents lui demandent avec qui elle a joué à l'heure du repas. Et chaque jour, elle baisse la tête et leur dit qu'elle ne veut pas parler. Ses parents questionnent son institutrice, qui leur dit qu'elle aime jouer toute seule. Si on peut appeler ça jouer. Ça tient plus de la collecte et de l'observation. Fleurs, plantes, scarabées, vers, pierres. Certains enfants sont d'éternels solitaires. Chaque jour, ses parents l'interrogent sur ses amis, et chaque jour, elle éprouve à nouveau de la honte. Ils veulent qu'elle ait des amis. Pire encore, ils veulent une liste de noms pour son anniversaire. Mais elle n'a pas un seul nom à donner, encore moins une liste. Claudette observe un scarabée pendant que ses camarades de classe se poursuivent les uns les autres dans la cour de récréation. Elle voudrait bien jouer, mais personne ne veut d'elle. Elle ne veut pas y penser. Ça fait mal de penser. Ça lui rappelle qu'elle va encore décevoir sa mère, qui voudrait juste qu'elle ait des amis. Mais ce n'est pas facile de se faire des amis, surtout pour Claudette. Oh, combien elle aimerait que ça lui soit aussi facile que pour les autres. Elle aimerait pouvoir présenter quelqu'un à ses parents pour tenter de les rassurer. Qui sait? Il pourrait même être fier d'elle. Elle devrait peut-être renoncer à sa passion pour les insectes et les fleurs. Ça pourrait aider. Peut-être qu'alors elle serait comme les autres enfants. Mais le besoin d'étudier et de collecter est si fort, si intense et profond. Il la définit. Claudette ressent les choses avec plus. Claudette adore collecter diverses choses. Et elle sait bien que beaucoup la trouvent bizarre à cause de ça. Son père lui dit qu'elle est parfaite ainsi. Il lui parle d'un homme nommé Darwin, qui avait beaucoup d'imagination, tout comme elle, et qui collectait également des insectes et des plantes. Ce monsieur avait un tas d'idées, et il a même développé une sacrée théorie.
Son père lui explique la théorie et elle la comprend. Son père a le chic pour vulgariser les idées les plus compliquées. Darwin. Claudette aime bien ce nom. Elle esquisse un sourire, observe son scarabée vert et bleu préféré et le nomme ainsi. Darwin. La mère de Claudette pleure. Elle s'inquiète des problèmes de Claudette à l'école. Ses notes n'ont jamais été aussi basses et elle ne comprend pas ce qu'elle fait mal en tant que parent. Son père dit qu'elle ne fait rien de mal, mais que Claudette fonctionne différemment et que ce n'est rien. Sa mère ne veut plus la voir collecter des plantes et des échantillons. Son père dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en elle et qu'il n'a pas besoin d'un enfant comme les autres. Mieux encore, il la défend. Il dit à sa mère que les plus grands trésors offerts à ce monde sont venus d'inadaptés, de personnes différentes, qui ne rentraient pas dans le moule. Tolstoï, Tesla, Einstein, Shakespeare. Sa mère s'en fiche. Elle se mit soudain à pleurer. Je ne veux pas qu'elle redouble. Claudette se cache sous les draps, faisant semblant de dormir et de ne pas entendre les cris. Sa mère veut qu'elle reçoive une assistance spéciale, mais son père ne veut pas la marginaliser. Il a raison. Claudette ne veut pas que les autres enfants sachent qu'elle a besoin d'assistance spéciale. Ils vont se moquer d'elle. Elle va bien trouver quelque chose. Elle promet qu'elle trouvera une solution. Madame Cahill, la nouvelle institutrice remplaçante, la soutient. Bien plus que l'autre institutrice qui disait qu'elle avait toujours la tête dans les nuages. Son père dit qu'il n'y a rien de pire que le stress pour le développement cérébral d'un enfant. Laisse-la en paix. Laisse-la grandir à son propre rythme. Le stress réduit la taille du cerveau, détruit toute confiance et tue la créativité. Il ne veut pas qu'elle étudie à l'heure des repas. C'est un moment de croissance réelle, de développement authentique, loin de la pression des tests et de la peur de se tromper. La mère de Claudette est contente car ses notes s'améliorent. Une institutrice peut faire toute la différence, surtout celle-ci. Surtout Madame Cahill. Les autres enfants disent qu'elle est bizarre, mais Madame Cahill n'est pas bizarre. C'est juste qu'elle comprend. Elle aussi avait du mal à apprendre quand elle était enfant. C'est pour ça qu'elle comprend et qu'elle fait un petit effort en plus pour aider Claudette à comprendre ce qu'elle explique en classe sans la marginaliser. Claudette est contente car sa nouvelle institutrice l'aide. Elle l'aide beaucoup. Elle apprend de nouvelles choses tous les jours. Bien plus que de simples faits ou du vocabulaire, elle apprend à apprendre. Ou plutôt comment apprendre. Et c'est ça la clé. Son institutrice s'y prend différemment. Elle lui parle. Elle lui parle de son problème. Et lui explique que c'est un mal pour un bien si elle parvient à saisir comment réussir dans un système qui favorise une forme d'intelligence au détriment des autres. Un système qui voit d'un mauvais œil le fait de tenter sa chance et de faire des erreurs quand c'est justement ainsi qu'on apprend réellement. Son institutrice lui dit qu'elle déborde de passion et que c'est la passion qui fait tout. Claudette sait qu'elle n'est pas comme les autres enfants et elle n'a pas besoin de l'être. Toutes ces histoires de courbes normales et d'élèves idéales ne s'appliquent pas à elle et ce n'est pas un problème. Le moule parfait est une prison pour ceux qui fonctionnent différemment. Et son institutrice l'a libérée. Ses notes s'améliorent et un examen approche. Elle écrit
visualise et imagine tout ce qu'elle doit se rappeler et ça marche. La bonne institutrice au bon moment peut faire toute la différence. Ses parents sont fiers, très fiers. Mais sa mère aimerait qu'elle ait des amis, ou qu'elle aime ce qui plaît aux autres filles. Ses parents se disputent dans une autre pièce à propos de son cadeau d'anniversaire. Sa mère veut lui acheter une nouvelle poupée. Mais son père songe plus à quelque chose en rapport avec les insectes, les plantes et les bactéries. Sa suggestion énerve sa mère. Son père la défend. Accepte-la comme elle est, et non comme tu voudrais qu'elle soit. Sa mère se tait. Elle commence soudainement à pleurer. Elle ne veut pas qu'elle se fasse harceler à l'école comme elle l'a été. Claudette ouvre grand les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle réalise que sa mère, elle aussi, fonctionne différemment. Claudette aura 8 ans demain. Elle devrait avoir hâte et être impatiente, comptant les heures, les minutes, les secondes. Mais rien de tout ça. Elle craint le moment où elle devra ouvrir son cadeau. C'est pareil tous les ans. Des poupées, des travaux manuels, des bijoux. Rien qui l'intéresse. Peut-être que cette année, elle sourira et fera semblant de ne pas avoir voulu une loupe, une collection de pierres ou une série de livres sur la botanique. Peut-être, pour faciliter les choses, qu'elle fera semblant. Peut-être que sa mère aura moins peur pour elle. Ça lui a fait vraiment plaisir de voir que ses notes la rendent heureuse. Evan a 14 ans. Et il sait quelque chose que son père ignore. Rien que d'y penser, cela l'excite, cela l'étonne, cela l'effraie. Il y a quelque chose que son père ignore. Quelque chose que le propriétaire des mines les plus rentables de Seattle ignore. Son père dirige ses employés d'une main de fer. Non, pas d'une main de fer. Plutôt à coups de poing américains. Il les traite de vermine. Il est sur le point de découvrir qu'il a tort. Ils sont bien plus que des vermines, beaucoup plus. Ce sont des hommes. Et les hommes qui collaborent peuvent changer les choses. Un de ces hommes incite les autres à reprendre le contrôle de leur vie. S'ils sont unis, ils pourront impliquer le syndicat. Avec le syndicat, ils auront des droits, plus que des droits. Ils auront leur dignité, leur liberté, droit du temps libre. Ils pourront le passer avec leurs amis et leurs familles. Vivre comme des humains. Evan sait quelque chose que son père ignore. Et il se sent si fort. Le père d'Evan le jette à terre. Il le traite de faible. Il lui dit qu'il doit arrêter d'être gentil avec la vermine. Il ne doit plus leur parler, les aider. Il lui dit qu'il doit les faire obéir, les briser, leur montrer qui commande. Si tu leur donnes le petit doigt, ils te prennent le bras, ils t'utilisent. Evan sait qu'il vaut mieux ne rien dire. L'an dernier, son père lui a cassé la mâchoire au premier signe de faiblesse. Cette année, il préférerait ne pas boire sa soupe avec une paille. Cette année, il se retient. Il se mord la langue. Il veut mentionner le syndicat à son père, mais il se tait. Il a honte. Il est déchiré entre sa loyauté envers son père et celle envers ses amis. Bob, Tom, Jim. Il mérite mieux que ça. Evan aime créer à partir de rien.
Il n'a rien d'un artiste, mais il aime dessiner. Toutefois, il doit cacher ses dessins à son père. Celui-ci lui interdit de dessiner. Dessiner, c'est pour les mauviettes, les clochards, les gitans. Il veut qu'Evan fasse de grandes choses. Il emmène Evan à sa mine la plus rentable et lui montre comment contrôler la vermine. Son approche est terre à terre, abusive, violente, brutale. La clé, c'est de les briser. Briser leur volonté, briser leur détermination. Quand un être humain est brisé, on peut en faire ce que l'on veut. Briser. C'est ce qu'il a fait à sa mère. Ce qu'il lui fait à lui. Mais Evan continue de dessiner. C'est sa manière de le défier. Evan regarde son père hurler sur un des ouvriers. Il est malade. Il veut partir. Mais il n'en a pas l'autorisation. Il part. Il perd son travail. Evan a de la peine pour lui. Il aimerait pouvoir l'aider. Il veut lui dire que les choses vont changer. Le syndicat arrive. Le syndicat arrive et leur garantira un bon salaire et des horaires justes. Mais les poumons de l'homme sont noirs et son estomac n'est que pourriture. Beaucoup trop de stress, d'acide et trop peu de sommeil. Il s'effondre. Son père s'en fiche. Il le frappe au ventre. Il dit à Evan de le sortir de la mine. Evan s'exécute. Pendant un instant, la faiblesse de l'homme le dégoûte. Et il veut abréger les souffrances de cette vermine. Il devient comme son père. Et il n'est pas certain que cela soit si mal. Le père d'Evan le force à installer un piège à ours dans une forêt sombre. Son père est obsédé par la chasse à l'ours. Il l'a toujours été et le sera toujours. Il lui raconte l'histoire. Toujours la même histoire. Il ne veut pas l'entendre, mais c'est comme ça. Son père chassait avec son frère quand ils ont croisé un grizzly. L'ours arracha le bras de son oncle et mordit sa tête. Le père d'Evan sauta sur le dos du grizzly et il le poignarda sans relâche. Il finit par tuer l'ours. Il l'éventra pour récupérer la tête de son frère. Il transporta son corps mutilé sur 10 kilomètres jusqu'au domaine familial. Cette fois, ce sont 10 kilomètres. La dernière fois, c'était 5. Son père sourit. L'histoire change à chaque fois. Evan en arrive même à se demander s'il y a vraiment eu un ours. Evan est inspiré comme jamais auparavant. Il dessine son père avec un costume d'ours, en train de tuer son oncle. Il n'a jamais connu son oncle, mais il a vu des photos. Son oncle était un philanthrope, une bonne âme, un traître. Il aurait ruiné l'entreprise avec des idées de salaire décent et toutes ces conneries socialistes. Il ne pouvait pas rester. Evan n'a pas de preuves, mais il le sait. Au fond de lui, il sait que son père a tué son oncle. Il l'a attaché. Il l'a laissé à la merci d'un ours. Il n'y a jamais eu de couteau. Aucun combat. Rien d'honorable. Juste une mort horrible pour une vermine déloyale. Evan soupçonne tout cela, mais malgré ça, il ne ressent ni honte, ni dégoût. Il ressent autre chose.
quelque chose qu'il ne veut pas ressentir, qu'il refuse d'admettre. Evan se penche sur le lit de son père et le regarde dormir. Il le déteste et l'aime à la fois. Parfois, il se demande comment serait sa vie sans lui. Il lui doit tant, mais malgré ça, il est seul et misérable. Il soulève une énorme pierre grise et la tient pendant une seule minute qui lui paraît une éternité. Il pourrait être libre, vraiment libre. Mais il ne peut pas le faire. Pas de cette manière. Il pourrait se libérer autrement. Des accidents se produisent tous les jours. Accidents de chasse, accidents à la mine. Il pourrait la tirer dans les entrailles de la mine et allumer un bâton de dynamite. Il n'aurait aucune chance d'en sortir. Malgré tout, Evan n'y arrive pas. Son amour dépasse sa haine. Il lui doit tant. Evan dessine son père en costume d'ours, en train de noyer sa mère. Il n'a jamais cru l'histoire de son père. Il y a toujours eu quelque chose de louche. Ses yeux, son rictus, son manque d'empathie. Elle a été emportée par le courant et n'a jamais été retrouvée. Qu'elle était belle, sa mère. Cheveux blonds, yeux bleus. Elle était drôle, pleine de compassion. Tout son contraire. Elle n'est jamais partie nager un matin pour ne plus revenir. Elle devenait un obstacle et personne ne doit le gêner. Pas même la famille. Encore moins la famille. Obéir ou mourir. Evan en a assez d'obéir. Il est fidèle à son père, mais il est aussi à ses amis. Il lui parle, il l'encourage. Il pense qu'il est un grand artiste. Il a des amis. Il n'avait jamais réellement eu d'amis. Son père ne le permettait pas. C'est une perte de temps. Il t'utilise. Oui, il est fidèle à son père, mais il l'est aussi à ses amis. Il mérite mieux. Pendant le dîner, le père d'Evan l'observe de l'autre côté de la table. Il sait, ou du moins il doit sentir que quelque chose ne va pas. Il a ce regard qui indique à Evan qu'il n'y coupera pas. Il mastique un morceau gras de lapin et espère que son père ne dise rien. Il sait pourtant bien qu'il n'aurait rien dû lui cacher. Son père sait. Il sait toujours tout. L'an dernier, Evan s'est énervé sur un homme qui avait dit quelque chose à propos de sa mère. Il l'a presque battu à mort avec une planche, sous les rires de son père. Les autorités ont dû intervenir. Il souriait à Evan et savait ce que lui refusait d'admettre. Il avait aimé battre cet homme. Non pas à cause de l'insulte, pas parce qu'il s'était senti menacé. Il s'était senti puissant. Son père souriait. Les chiens ne font pas des chats, non? Evan trouve ses dessins déchirés en morceaux. Il les recolle. Ils sont tous là, sauf un. Il manque le dessin de sa mère en train de se noyer. Son père entre dans sa chambre. La crainte et le désespoir le submergent. Il attend un coup qui ne vient pas. À la place, son père lui dit qu'il a de l'instinct et que l'instinct est tout ce qui compte. Il lui dit qu'il a hérité son instinct de son côté de la famille. Le même instinct qui lui disait qu'Evan lui cachait quelque chose. Ne fais pas semblant. Je sais. Quelques pièces ont suffi pour que tes vermines d'amis te vendent. Evan veut dire quelque chose, mais il s'abstient. Il ne peut rien dire. Les mots restent coincés dans sa gorge. Il s'excuse. Son père ne dit rien. Il s'éloigne. Evan le suit jusque dans sa chambre. Là,
il voit le dessin de sa mère en train de mourir, encadré au-dessus du lit. Son père lui dit qu'il apprendra une leçon demain. Une leçon qu'il espère qu'il comprendra. Evan regarde son père et ressent de la haine pour la vermine qui l'a trahi, et pour son père, du respect. Non, pas du respect, de l'admiration. Arcus, 01. Je commencerai bien par le début, mais j'ai oublié à quand tout ça remonte, ou depuis combien de temps j'ai été banni dans cette prison. La seule chose que je sais, c'est que j'ai observé et étudié comment fonctionne cette entité, qui autrefois n'avait été rien d'autre qu'une obsession. Quelle ironie du sort de me retrouver condamné à vivre le restant de mes jours, au cœur même de ce que j'ai toujours cherché à éliminer. Une obsession devenue prison. Comme toutes les obsessions, j'imagine. Arcus, 54. L'atmosphère des royaumes est sombre et morne, tout en évoluant constamment. J'ai déjà remarqué qu'ici, elle était toujours brumeuse, et même parfois complètement prise dans le brouillard. Le brouillard qui semble vivant a l'air de contenir des tourbillons et flux de souvenirs, ou les empreintes d'êtres de multiples mondes. C'est comme si l'entité pouvait absorber toute l'énergie psychique et les pensées des êtres qu'elle enlève pendant qu'elle explore l'infinité du cosmos. J'ai pris le risque pour étudier la brume noire. Et j'ai pu effectuer 3 observations essentielles pour trouver un nouvel abri. Tout d'abord, la brume est riche en particules d'aura, ce qui me pousse à croire que cette dimension est plus consciente que matérielle. De plus, je devrais pouvoir manifester tout ce que je peux tirer des failles dans la brume à l'aide de techniques transmises par ma famille. Enfin, l'entité est bien plus ancienne que ce que nous avons pu imaginer, et la plupart de nos théories et conjectures sont fausses. La forte présence de particules et de cellules d'aura laisse à penser que c'est un être original, un des anciens. Arcus, 142. L'entité est l'incarnation cosmique du mal. De retour chez nous, nous avons pu observer comment sa présence retourne les mondes. Comment elle semble supprimer ou éteindre tout sentiment d'empathie ou de compassion au sein des communautés. Comment elle pousse les gens à la limite de la folie, et puis les y plonge. Je comprends désormais qu'elle agit dans le but d'arracher ses victimes à leur vie, pour les faire participer à une épreuve terrifiante, interminable, probablement nécessaire à sa propre survie. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de sa destruction. S'il est toutefois possible de détruire un ancien. En finir avec les épreuves. Détruire sa capacité à absorber le sombre nectar des victimes comme un cruel parasite se nourrit d'une fleur. Au moins, les archives m'offrent une meilleure compréhension de l'entité. Pourquoi elle se déplace d'univers en univers, choisissant des victimes et dévorant les mondes comme lors d'un buffet cosmique. Je dois encore déterminer si elle est attirée par des mondes débordant d'obscurité et de folie, ou si elle est le catalyseur de ces dernières. Arcus, 557. Tous les plans d'existence sont un mélange unique de particules d'aura conscientes et de particules matérielles. L'entité ne doit être que pure conscience. Le fait observable d'existence est le matériau auquel le monde répond, et il change selon la conscience. La conscience collective est la clé. Le corps, la demeure, l'épreuve, tout cela est une expression du besoin inconscient de peur et de terreur de l'entité. Les spécimens choisis par l'entité proviennent tous de mondes qui n'ont pas compris la relation métaphysique entre leurs pensées et le monde où ils vivent. Ce n'est pas un hasard. Pour moi, c'est de l'instinct de conservation. Les victimes qui connaissent cette vérité et qui ont développé une capacité à se manifester pourraient être néfastes à l'entité. Cela me pousse donc à croire qu'elle est attirée par des mondes sombres, car l'obscurité et le chaos sont de parfaits indicateurs que les habitants n'ont pas fait le lien entre conscience collective et santé de leur monde.
La conclusion pourrait donc être que l'entité s'alimente de l'ignorance. Arcus, 731. Difficile de savoir quand une journée se termine et quand la suivante commence. La tour et la bibliothèque m'aident à tenir. Mais j'ai du mal à oublier la réalité de ma situation, même pour un instant, sachant que tout ce que j'ai est un mensonge. J'ai accès à n'importe quoi, mais je n'ai rien. Les survivants continuent de participer aux épreuves avec les tueurs les plus féroces. Je continue de chercher dans la brume les souvenirs de ceux qui ont trouvé un moyen de s'échapper. Parfois, mes recherches me semblent inutiles, mais j'ai du temps à perdre. Beaucoup de temps. Arcus, 1513. J'ai pris le risque pour explorer les souvenirs d'une survivante inconnue, qui vient d'un monde où, d'après ce que j'ai compris, il existe une secte vénérant l'entité. Ce n'est ni une surprise, ni la première fois que je vois une telle chose. Mais ces souvenirs semblent suggérer qu'elle était une sorte de détective qui tentait d'empêcher un sacrifice avant qu'elle ne soit enlevée pour participer aux épreuves. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, et je vais devoir explorer le brouillard pour en apprendre plus. Arcus, 1672. J'ai sélectionné les empreintes d'un tueur que je dois encore observer. Vu la nature des crimes, je dirais que cette brute est de Terra d'Arc. Elle a attiré des hommes avant de voler leurs économies et de les jeter en pâture à ses ports. Charmant, efficace et ingénieux. Les impressions du souvenir sont les suivantes. Il se tient à la porte avec des fleurs, un sourire crétin sur son visage stupide. Il n'a pas idée que ses jours sont comptés. Une âme solitaire qui a fait le voyage pour se marier. Il pense tout obtenir contre une bague. Ses terres, sa ferme, ses économies. Ça ne risque pas. Ça ne se passera pas comme prévu, pas comme lui l'a prévu. Tout comme ça ne s'est pas passé comme prévu pour toutes les autres âmes solitaires qui avaient répondu à sa petite annonce. Elle le regarde dans les yeux et sourit de son ignorance. Son long visage stupide, sa fausse sensation de supériorité. Il lui a écrit un poème. Comme c'est mignon. Elle le lui enfoncera dans la gorge quand il sera pris de convulsions. Elle prend son poème et lui demande s'il a de l'argent. Il en a avec lui. Il l'a mis dans un sac et a fait le voyage pour un nouveau départ. Il recevra bien plus que ce à quoi il s'attendait. Beaucoup plus. Son argent ira à la banque. Et lui, à nourrir les porcs. Arcus, 4902. Ce n'est pas une vie que d'être dans cette prison. Et la mort n'est pas une issue. Ce n'est que le début d'une nouvelle épreuve. Et la plupart des survivants savent qu'ils sont pris dans quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. Pourquoi cela arrive? Je l'ignore. À vrai dire, je ne sais plus que croire. L'entité n'est pas ce qu'elle semble être, ou ce que je pensais qu'elle était.